Au sommaire de cette édition, le jeune Premier ministre canadien reçu en grande pompe à la Maison-Blanche. 5 ans après Fukushima, la mémoire meurtrie d'un Japon toujours nucléaire. Sport, Jeux Olympiques, Rio sous haute sécurité. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester toujours connectés à vos Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion en Côte d'Ivoire à l'occasion de la Journée internationale de la femme. La Fondation Isha, dirigée par la prophétesse Déborah, a bien entendu célébré la femme avec un thème très important, la femme, une aide pour son Église, sa nation et le monde entier. Revivons ensemble les temps forts. Elles sont venues d'Afrique du Sud, des Antilles, de l'Allemagne, des États-Unis et de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est par un défilé des différentes délégations que la grande rencontre des femmes intitulée Pluie, organisée par la Fondation Isha, a débuté. Remerciant ses consoeurs d'avoir fait nombreuses le déplacement, la prophétesse Déborah, la présidente fondatrice de la Fondation Isha, a rappelé le contexte de la rencontre. Nous sommes au thème de notre programme annuel en faveur de la femme. La Fondation Isha, c'est un ministère qui agit dans plusieurs domaines, que ce soit pour le bien-être des couples, des foyers, des familles, des hommes, des enfants et des femmes. Donc en ce qui concerne les femmes, nous marquons une pause à la veille du 8 mars, qui est le jour de la Journée internationale de la femme, pour un grand moment de célébration des femmes d'ici et d'ailleurs. La femme, une aide pour son Église, sa nation, son pays, sa famille et le monde entier. Tel est le thème de cette rencontre qui a eu pour parrain le révérend Ayemien Parfait. Le pasteur Gobi Meshak, l'orateur du jour, a lui insisté sur le rôle de la femme en essayant de balayer toutes les idées préconçues. Et ce qu'on appelle ici une aide. Une aide. Et cette aide, comme le thème le dit, cette aide est valable en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne notre environnement, notre nation. On n'a pas parfois avec des personnes qui ont venu comme ça, mais elles à la maison. Des femmes qui ont marqué l'histoire de l'homme par le fait que c'était vraiment une aide de la famille, une aide pour la famille, une aide pour la société humaine, une aide pour la nation. Alléluia. Se basant sur le livre de Genèse, le chapitre 2, verset 18, l'homme de Dieu a rappelé la grâce particulière de Dieu en faveur de la femme. De nombreuses autres activités ont donné un cachet spécial à cette rencontre internationale des femmes de la Fondation Isha qui, à l'instar du monde entier, a ainsi célébré la Journée internationale de la femme. Nous ouvrons à présent l'actualité africaine au Niger. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Hama Amadou, actuellement incarcéré, participera bien entendu au deuxième tour de la présidentielle du 20 mars prochain. Le nom du candidat de l'opposition figurera sur le bulletin électoral lors du scrutin du 20 mars face à celui du président sortant, Mamadou Issoufou. Le deuxième tour de la présidentielle prévu le 20 mars prochain devrait bien voir la présence du candidat Hama Amadou face au président sortant Mahamadou Issoufou. L'ancien président de l'Assemblée nationale nigérienne, actuellement incarcéré en attente d'un éventuel procès, ne s'est en effet pas désisté officiellement. Le délai pour le faire auprès de la Cour constitutionnelle expirait hier soir et le nom du candidat de l'opposition figurera donc bien sur le bulletin électoral lors du prochain scrutin. Avec plus de 30 points de moins que Mahamadou Issoufou, recueilli au premier tour, difficile pourtant d'entrevoir une victoire de M. Amadou, mais le fait qu'il n'ait pas battu campagne et que ses partisans ne participent pas au vote pourrait bien être une stratégie de discréditation de son adversaire, qui serait alors élu, je cite, avec un score à la soviétique. Au Kenya, un professeur lutte contre la radicalisation. Ayub Mohamed, enseignant à Henteg, banlieue de Nairobi, enseigne le commerce et aussi les études islamiques. À travers l'enseignement, il œuvre surtout à éviter la radicalisation de ses élèves. Ayub Mohamed enseigne le commerce et les études islamiques à Isli, dans la banlieue de Nairobi, un quartier considéré comme un terrain d'enrôlement pour les militants islamistes. Depuis 5 ans, ce professeur sensibilise ses élèves à la radicalisation. Nous devons faire comprendre à ces élèves l'idéologie de ces groupes extrémistes. Nous devons leur faire comprendre les conséquences de l'adhésion à ces groupes terroristes. Et c'est important pour eux de comprendre tout cela pour qu'ils puissent avoir confiance en eux et avoir une pensée critique. Et s'ils sont approchés par des groupes extrémistes, ils seront alors en mesure de rejeter leurs demandes.
Le Kenya a été la cible de plusieurs attaques terroristes ces dernières années. En avril dernier, au moins 148 personnes sont mortes lorsque les insurgés Shebab ont pris d'assaut l'université de Garissa, ce même groupe qui a attaqué le centre commercial de Westgate en 2013 à Nairobi. Les élèves témoins de ces différents événements sont régulièrement approchés par des groupes terroristes. Les cours d'Ayoub leur permettent de sensibiliser leur entourage. Si je vois certains de mes amis ou certains de mes frères adhérer à leurs idées, je leur dis souvent ce que mon professeur nous a appris, ce que nos parents nous ont dit. Ce n'est pas quelque chose de bien, parce que tuer une personne, même le prophète lui-même n'a tué personne. Délivrer un message de tolérance, éduquer et donner un esprit critique aux élèves, c'est l'objectif du professeur Ayoub. Son travail de déradicalisation est salué par la Fondation Varkey qui l'a nommé parmi 10 finalistes pour le Global Teacher Prize, un prix annuel d'un montant d'$1 million attribué à un professeur extraordinaire. L'argent est versé en plusieurs fois sur une période de 10 ans. En plus, le gagnant reçoit aussi des conseils financiers en raison du gros montant de la somme. Mais nous nous assurons, et cela fait partie des critères d'entrée, que tous les enseignants restent dans la profession pendant au moins 5 ans après l'attribution de la récompense. Ayoub Mohamoud est le seul finaliste africain. S'il gagne, il compte créer des bourses pour permettre à ses élèves d'accéder aux études supérieures. Le vainqueur du prix sera annoncé le 13 mars à Dubaï. Parlons à présent de la coopération russo-serbe. Le président russe Vladimir Poutine a reçu son homologue serbe Tomislav Nikolić. La rencontre a eu lieu au Kremlin. La Serbie est un des pays les plus fidèles alliés à la Russie dans les Balkans. Le président russe Vladimir Poutine a reçu ce jeudi son homologue serbe Tomislav Nikolić. La rencontre avait lieu au Kremlin. La Serbie est un des plus fidèles alliés de la Russie dans les Balkans. La veille, le dirigeant serbe a reçu un prix honorifique des mains du patriarche Cyril, un prix pour récompenser son action en faveur de l'unité des chrétiens orthodoxes. En Allemagne, une percée imminente du parti nationaliste et anti-immigré, en abrégé AfD, entendait l'alternative pour l'Allemagne, devrait se faire ce dimanche lors des élections régionales. Ce scrutin de valeur de test national pour la chancelière Angela Merkel et sa politique migratoire. Parti nationaliste et anti-immigré, l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, pourrait faire une percée décisive ce dimanche lors d'élections régionales. 3 Länder sont concernés, mais le scrutin a valeur de test national pour la chancelière Angela Merkel et sa politique migratoire. Nous critiquons le flux de migrants massifs et incontrôlés, explique cette candidate de l'AfD en Rhénanie-Palatinat. Ce ne peut pas être une bonne chose, dit-elle, mais ça ne veut pas dire que nous sommes hostiles aux étrangers. Je ne voterai pas pour l'AfD parce qu'ils sont racistes et qu'ils n'aiment pas les étrangers, explique pourtant cette électrice. Et parce qu'ils sapent le travail d'Angela Merkel. Je ne suis pas fan de son parti, la CDU, mais je soutiens ce qu'elle fait. Je pense que beaucoup pensent la même chose, à savoir que l'AfD ne peut pas changer grand-chose, explique cette autre. Je ne suis pas convaincue à 100%, mais on doit prendre une nouvelle direction. Créé il y a seulement 3 ans, l'AfD connaît un essor fulgurant. Le parti pourrait rafler jusqu'à 18% des voix dans l'état de Saxe-Anhalt, selon les sondages. En Rhénanie-Palatinat et dans le Bade-Wurtemberg, il est crédité de 9 à 11%. Nous terminons avec le trafic des migrants en Europe. Les passeurs au cœur d'Istanbul. Dans la crise de ces migrants en Europe, ils jouent certainement le plus grand rôle à Istanbul. Dans le quartier des passeurs, ils sont en quête constante de migrants désireux de s'acheter une place dans un bateau pour la Grèce. Suivons cet élément. Bienvenue dans le quartier des passeurs à Istanbul. C'est ici que les migrants se rassemblent au coucher du soleil dans l'espoir de pouvoir acheter une place dans un bateau pour la Grèce. On les repère vite car leurs effets personnels sont empaquetés dans des sacs en plastique. Ils ont aussi des gilets de sauvetage achetés dans le quartier. Le parc d'Aksaray est au cœur de ce trafic d'êtres humains et les affaires sont bonnes malgré la pression des autorités turques pour démanteler les réseaux. Parmi les passeurs, Ali, un Syrien de Homs. Les passeurs se mettent d'accord sur les lieux de rendez-vous des camionnettes et informent les gens du lieu pour éviter qu'ils aient des problèmes et pour éviter que la police saisisse les camionnettes. Ils évitent la police, ils surveillent les zones et quand il n'y a plus de policiers, ils téléphonent à d'autres passeurs pour que les gens se rassemblent et partent. En 15 minutes, tout est prêt et le minibus est en route.
Quelquefois, les véhicules sont interceptés sur la route. Les chauffeurs doivent payer une amende et faire demi-tour. Mais la plupart des voyages se terminent sur la côte turque où les migrants peuvent entreprendre un voyage court mais risqué jusqu'aux îles grecques. Ali admet que certains passeurs se moquent du danger. La présence et la surveillance des gardes-côtes turcs mettent vraiment la pression sur les passeurs, sur les lieux de départ des embarcations. Et bien sûr, il y a des passeurs qui se fichent de voir si les vagues sont hautes ou pas. À partir du moment où les migrants arrivent à eux, ils veulent s'en débarrasser le plus vite possible. Sur 10 000 kilomètres de côte pour partir d'un des endroits privilégiés au plus près des îles grecques, les migrants doivent débourser en moyenne 900 €. Un passeur arrêté pour trafic d'êtres humains risque jusqu'à 12 ans de prison en Turquie. Ankara intensifie ses efforts et a mis en place une série de mesures en coopération avec l'Union européenne destinées à arrêter la migration illégale. En ce moment, en plein hiver, entre janvier et février, et malgré des conditions météo défavorables, comparé à l'an dernier, le nombre d'interceptions, de migrants secourus et d'arrestations de passeurs est beaucoup plus élevé. Selon les autorités turques, 146 000 migrants ont été interceptés en 2015 et 4 800 passeurs arrêtés. Ankara envisage encore de renforcer les sanctions. Jusqu'ici, toutes les mesures prises se montrent inefficaces. En Grande-Bretagne, un tribunal londonien a condamné 3 des 5 papy-braqueurs à 7 ans de prison pour le cambriolage d'Eton Garden en avril 2015. Un cambriolage qui a tout d'exceptionnel. Le butin avoisine les 27 millions d'euros et l'âge des coupables va de 49 à 75 ans. Le gang des papy-braqueurs est sous les verrous. Un tribunal londonien a condamné ce mercredi 3 des 5 braqueurs à 7 ans de prison pour le cambriolage d'Eton Garden en avril 2015. Un cambriolage qui a tout d'exceptionnel, le butin avoisinant les 20 millions d'euros étant historique. L'âge des coupables ensuite, qui va de 49 à 75 ans. Profitant du long week-end de Pâques, il s'était introduit dans la salle des coffres d'une banque de dépôt en perçant un trou dans un mur et avait ensuite vidé 73 coffres de leur contenu, pierres précieuses, or, espèces. Il peut se trouver des gens ici qui ont une certaine sympathie pour les personnes condamnées aujourd'hui. Ce sont pourtant des criminels de carrière, sans scrupules pour les victimes dont ils ont volé la propriété. Un membre du gang court toujours et les 2 tiers du butin n'ont toujours pas été retrouvés. Comme annoncé dans les titres, le jeune Premier ministre canadien a reçu en grande pompe à la Maison-Blanche Justin Trudeau, Premier ministre canadien a été accueilli à la Maison-Blanche par Barack Obama. Les 2 dirigeants ont indiqué leur volonté de renforcer les liens entre les 2 pays. Cela faisait 19 ans qu'un Premier ministre canadien n'avait pas effectué de visite officielle aux États-Unis. Le Premier ministre canadien en visite officielle aux États-Unis. Cela faisait 19 ans que cela n'était pas arrivé. Justin Trudeau a été accueilli à la Maison-Blanche par Barack Obama. Le président américain s'est fendu d'un « Bienvenue mes amis » en français. Les 2 dirigeants ont indiqué leur volonté de renforcer les liens entre leurs 2 pays, notamment sur la question du climat. Au Brésil, le parquet de Sao Paulo réclame le placement en détention provisoire de l'ancien président du Brésil, Lula da Silva. Ils accusent l'icône de la gauche brésilienne d'avoir porté atteinte à l'ordre public en appelant le 4 mars dernier ses partisans à manifester. L'étau judiciaire se resserre autour de l'ancien président du Brésil, Lula da Silva. Le parquet de Sao Paulo réclame son placement en détention provisoire. Il accuse l'icône de la gauche brésilienne d'avoir porté atteinte à l'ordre public. Le 4 mars, en effet, Lula avait appelé ses partisans à manifester dans les rues contre la persécution judiciaire dont il se dit l'objet. Après un tour d'horizon de témoignages, un tour d'horizon de documents, déclare ici le procureur, la seule conclusion, c'est que l'appartement luxueux était destiné à l'ex-président de la République. Car si la justice s'intéresse à Lula, c'est à cause d'un triplex qu'il se défend d'avoir acheté et qui est au nom d'une société de construction impliquée dans le gigantesque scandale de corruption Petrobras.
Les procureurs réclament donc l'inculpation de Lula pour occultation de patrimoine, de quoi assombrir encore un peu plus la présidence de celle qui lui a succédé, Dilma Rousseff. Dimanche, des manifestations géantes sont prévues pour obtenir sa destitution. Destination l'Asie à présent, précisément au Japon. Comme chaque année, le Japon se souvient du séisme, du tsunami et de l'accident nucléaire du 11 mars 2011. Le pays s'arrête à l'occasion pour commémorer la mémoire de 18 000 victimes de cette tragédie. 5 ans après, le Japon se souvient du séisme, du tsunami et de l'accident nucléaire du 11 mars 2011. Le pays s'arrête, comme chaque année, en mémoire des 18 000 victimes de cette tragédie. Pourtant, malgré la catastrophe de Fukushima, les autorités japonaises persistent dans le choix du nucléaire. Il n'y aura pas de renaissance du Japon sans la reconstruction du nord du Japon, dit ici le Premier ministre. En vertu de cette foi inébranlable, je renouvelle ma détermination à bâtir un nouveau Japon du Nord qui soit rempli d'espoir. Un rassemblement contre le nucléaire et le redémarrage de réacteurs est prévu en fin de journée à Tokyo. Une majorité de l'opinion publique traumatisée par le tsunami serait opposée à la relance des centrales. Aujourd'hui, seulement 2 réacteurs sont encore en service et il reste 43 réacteurs nucléaires potentiellement exploitables contre 54 avant l'accident de Fukushima. Tokyo s'est engagé à ce que l'énergie nucléaire fournisse 20 à 22% de l'électricité. La proportion était de 25 à 30% avant l'accident. On a présent d'économie dans cette édition d'information. En raison des annonces rassurantes de la Banque centrale européenne, BCE, les places boursières européennes sont passées du vert au rouge, affichant ici des courbes de montagnes russes. Paris, par exemple, affiche un repli de 1,7% après avoir pris 2,7%. Ce jeudi, après les annonces plutôt rassurantes de la Banque centrale européenne, les places boursières sont passées du vert au rouge, affichant des courbes de montagnes russes. À l'instar de Paris, qui affiche un repli d'1,7 point après avoir pris 2,7% dans l'après-midi. L'Eurostoxx 50, quant à lui, a perdu 1,2 points, Francfort 2,3 points et Londres recule d'1,8 points. À la clôture, seul Madrid termine dans le vert. Cette volatilité n'épargne pas les devises, l'euro étant passé d'1,08 $ à 1,12 $ au cours de l'après-midi. Le retournement des investisseurs est d'autant plus difficile à saisir qu'il y a un an, alors que les marchés applaudissaient le lancement du rachat de dette par la BCE, les indices boursiers européens décollaient de plus de 20% en quelques mois. Parlons à présent de santé dans cette édition d'information. Après la mise en garde de l'OMS l'an passé concernant les viandes rouges jugées cancérigènes, le ministère bolivien de la Santé a conseillé au monde entier de consommer la viande de lama. Ces lamas font la richesse de cette terre. Relman ne pourrait pas survivre sans son élevage, même s'il n'en retire que de modestes revenus. Il a succédé à son père pour s'occuper des bêtes, dont la viande est de plus en plus consommée. Avec 5000 habitants pour 25 000 têtes de bétail, Turco, en pleine cordillère des Andes, est la capitale bolivienne de la viande de lama. Sans l'élevage de camélidés, je crois qu'on ne serait plus ici. On aurait déjà migré vers d'autres régions pour chercher du travail. Maintenant, on a l'espoir de faire monter les prix en convainquant les gens que la viande de lama est bonne. Dans cet abattoir, une centaine d'animaux sont tués chaque jour. La viande exclusivement destinée au marché national est revendue à moins de 3 € le kilo. Elle est également transformée dans le village sous forme de viande déshydratée et de charcuterie. Avant, la viande de lama n'était pas appréciée. Je me rappelle même qu'il y a 30 ans, on ne pouvait pas la vendre librement à La Paz. On devait se cacher. Les gens disaient que c'était une viande sauvage, qu'elle n'était pas comestible. Ils la considéraient comme de la viande de cheval ou d'âne. Les réticences citadines envers la viande de camélidés ont progressivement diminué. Sur ce marché d'Oruro, la capitale régionale, le lama a désormais ses adeptes. Ils apprécient sa richesse en protéines combinée à sa faible teneur en graisse. C'est naturel et il n'y a pas de produits chimiques. Les animaux sont élevés à la campagne. Moi, j'en consomme toujours beaucoup. Et je préfère la viande de lama à la viande de bœuf ou de poulet. La consommation nationale de viande de lama reste marginale, avec moins d'1 kilo par an et par habitant.
En revanche, le lama a déjà conquis les tables de luxe du pays, comme ici au restaurant Gustu à La Paz. Au menu, un tartare de lama accompagné de manioc, de capre et relevé de camomille. Pour moi, le goût de la viande de lama, c'est comme un mélange entre la viande de veau et du gibier de chasse. C'est à la fois très subtil et avec une touche finale plus sauvage et un goût de sang, ce qui donne un caractère unique à la viande de lama. Nous avons beaucoup d'espoir pour le futur de la viande de lama, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Bolivie. À Turco, un tout nouvel abattoir répondra bientôt aux normes d'exportation à l'international. La viande de lama pourrait bien un jour devenir aussi mondialement célèbre qu'un autre produit national, la graine de quinoa. Ouvrons à présent le chapitre sport de ce journal. 11 mars 2011, dans l'esprit des Japonais, cette date restera à jamais associée au tsunami qui a ravagé le nord-est du pays. La ville portuaire a été ravagée et depuis là-bas, le sport, notamment le judo, fait office de thérapie. « 11 mars 2011. Dans l'esprit des Japonais, cette date restera à jamais associée au tsunami qui a ravagé le nord-est du pays. Il y a 5 ans, jour pour jour, après un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter, l'eau pénètre de plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Cette vague détruit tout sur son passage, endommage la centrale nucléaire de Fukushima et fait des milliers de morts dans la région de Tohoku. La ville portuaire de Rikuzen-Takata est ravagée et depuis là-bas, le judo fait office de thérapie. En 2011, nous avons subi un énorme tremblement de terre. La mairie nous a dit que nous devions évacuer la ville. Au début, nous avons pris ça à la légère, mais nous avons très vite réalisé que nous devions courir, que nous devions nous enfuir pour nous en sortir. Certains d'entre nous ont eu la chance de survivre. La flèche bleue indique la hauteur maximale atteinte par le tsunami. Sur les 207 personnes portées disparues à Rikuzen-Takata, on a établi 203 certificats de décès. Au total, il y a eu ici 1556 morts. J'ai perdu certains de mes étudiants qui étaient au dojo. À l'époque, les gens étaient déboussolés et dévastés. J'ai pensé que les choses ne s'arrangeraient pas si nous restions à la maison, déprimés. Donc j'ai demandé aux jeunes s'ils voulaient faire du judo. Ils étaient d'accord, mais le tsunami avait détruit notre dojo. On a alors décidé de s'entraîner dans la rue, sur le béton. Mon professeur au dojo m'a enseigné à quel point c'était important d'avoir de la considération pour les autres. C'était l'occasion de mesurer tout ce que représentait le judo pour moi. La chose la plus dure le 11 mars, ce n'a pas été de perdre nos maisons et nos immeubles, mais de perdre notre famille et nos amis. À cause de cette expérience et du soutien que les gens nous ont apporté, je connais maintenant l'importance de la vie. J'ai saisi l'importance d'être indépendant et de construire sa vie. En étant avec les enfants sur le tatami, j'ai senti qu'ils ne rêvaient pas seulement de gagner des compétitions, mais qu'ils avaient des rêves bien plus grands grâce au judo.
Ce qui est fantastique avec le judo, c'est que cela nous enseigne l'importance de la compassion et du respect envers autrui. Quand nous sommes des enfants, nous apprenons à traiter les autres correctement. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Parlons à présent des Jeux Olympiques comme annoncé dans les titres. Rio sur haute sécurité. Rio de Janeiro va déployer 2 fois plus que lors des JO précédents à Londres. 85 000 policiers, militaires et vigiles seront mobilisés cet été pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques de Rio. Il faut préciser que les méthodes d'entraînement et les moyens déployés sont à la hauteur de l'enjeu. Les méthodes d'entraînement et les moyens déployés sont à la hauteur de l'enjeu. 85 000 policiers, militaires et vigiles, soit 2 fois plus qu'à Londres il y a 4 ans, seront mobilisés cet été pour assurer la sécurité lors des Jeux Olympiques de Rio. Le ministre brésilien de la Défense, Aldo Rebelo, veut tout faire pour éviter que le scénario cauchemardesque vécu il y a 3 ans se reproduise. Ce qui s'est passé lors de la Coupe des Confédérations, avec du vandalisme, des agressions et la violation du patrimoine public et privé, ce qui s'est passé dans la ville et dans la région de Rio de Janeiro, avec l'agression d'un agent de sécurité, le fait qu'un policier à Rio de Janeiro ait été transformé en torche humaine par les manifestants et la mort d'un caméraman, tous ces actes lamentables doivent être condamnés et réprimés. Ou seja, essas ocorrências lamentáveis precisam ser enfrentadas e reprimidas. En 2013, c'est l'augmentation du prix des transports publics à Sao Paulo qui avait mis le feu aux poudres. Et les manifestations un peu partout dans le pays avaient ensuite dégénéré et les sommes engagées pour financer la Coupe des Confédérations et la Coupe du Monde de football avaient suscité la polémique. 3 ans plus tard, le climat social reste tendu. D'ailleurs, dimanche prochain, les opposants à la présidente, Dilma Rousseff, vont défiler dans les rues pour réclamer sa destitution. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction en bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse, à bientôt.